Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, l'Afterlap, le podcast du sport auto avec une semaine spéciale évidemment, spéciale pour tous les amateurs de sport auto français, c'est la semaine des 24 heures du Mans 2020. Elles vont bien avoir lieu ces 24 heures, c'est vrai qu'on en doutait un petit peu, mais enfin c'est le plus important, 88e édition, et j'ai un invité aujourd'hui pour lancer en quelque sorte la semaine des 24 heures avec un épisode tous les jours, c'est Jean-Bernard Bouvet. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour, merci de me recevoir. Alors. Non, mais c'est un honneur que tu te rendes disponible pour nous, et comme tu es une figure du Mans, hein, on est bien d'accord, hein, c'est ta patrie aussi, donc c'est normal que tu sois là, hein, t'es attaché au Mans, bien sûr. Bah, écoute, oui, elle est emmenée à aller à 30 km du Mans, pilote sartois, évidemment, fier de l'être, hein, je te cache pas. Alors, parfois on me demande quel est le plus beau circuit du monde, je dis le Mans, hein, forcément. Bien sûr. Mais oui, c'est toujours particulier quand tu es pilote sartois cette semaine-là, pour l'avoir vécu en tant que pilote, mais même quand je suis en dehors, c'est toujours la course de l'année. Alors, un entretien entre nous qu'on peut retrouver en audio sur le site de l'Afterlap, le podcast du sport auto, mais aussi en vidéo, je le signale, sur la chaîne YouTube de l'Afterlap. Alors Jean-Bernard, tu vas nous parler évidemment dans quelques instants de tes dernières activités, de ce qu'on appelle ta filière, hein, endurance, proto GT. Et évidemment, ça m'intéresse beaucoup d'en savoir un petit peu plus, mais tu m'autoriseras à démarrer par quelques souvenirs que j'ai aussi par rapport à toi, et que toi tu as encore plus que nous. C'est tes participations aux 24 heures du Mans. Je vais rappeler que tu as participé 9 fois. Et alors, le jeune homme de 24 ans, 1993, qui déboule sur le grand circuit de la Sarthe, dans quel état d'esprit il était à l'époque? Il était anxieux. Tout ça, anxieux et ravi. Tu sais, cette année-là, je faisais partie du team Graf Racing et je faisais mes premières armes en Formule Ford. C'était ma deuxième année déjà chez Jean-Philippe Grand, hein, qui était le boss du Graf. Là. Bien sûr. Et tu sais, au travers d'une conversation en pleine manche d'un championnat de France, à un mois du Mans, elle me dit il me reste une place sur la groupe C, est-ce que tu veux être dedans? À un moment, je me suis dit, c'est une blague. et effectivement, voilà, anxieux, comme je te disais, parce que passer d'une Formule Ford de 135 chevaux à une Spice groupe C2, V8 Cosworth qui en faisait 500 et quelques, forcément, c'était compliqué. Et puis tu sais bien qu'à cette époque-là, on n'avait pas de moyens comme aujourd'hui de cam embarqué, de simulateurs pour s'entraîner avant. Et j'ai vécu directement dans le grand bain la semaine du Mans, tu vois, cette année-là, tu vois. Mais j'étais ravi parce que le rêve de tout jeune pilote, je pense français, mais surtout quand tu es sartois, évidemment, c'est de faire cette belle course. Et j'ai eu mon moyen de le faire à 24 ans. Alors, ça paraît peut-être vieux aujourd'hui, hein, je suis désolé, mais à cette époque-là, c'était jeune. Donc voilà, tu vois, j'étais dans cet état d'esprit-là. Ensuite, tu as été souvent associé à Gérard Velter. Alors, c'est quelqu'un qu'on a peut-être un petit peu oublié, je le dis comme ça spontanément, par rapport à peut-être des jeunes générations, mais c'est vrai que c'était une équipe et donc un meneur qui faisait partie du Mans dans les années 90, hein, j'ai envie de dire. Complètement, Gérard, moi, il m'a permis, et je le remercie, de faire, mine de rien, 5 fois le Mans à ses côtés, en tout cas dans son équipe. Il a aussi lancé et aidé plusieurs pilotes français comme moi, tu vois, sans les citer, des copains comme Stéphane Daoudi, Xavier Pompidou. Voilà, on était un certain nombre à l'époque de jeunes français issus de la monoplace, tu vois, qui rêvaient également de faire le Mans et qui aimaient cette course. Donc Gérard faisait partie de cette équipe qui nous permettait de le faire, je dirais, facilement, voilà, avec ce que ça incombe en termes de finances notamment. Une équipe qu'on sait tous privée, mais qui s'engageait énormément pour cette belle épreuve avec Rachel et toute son équipe. Effectivement, ça date un petit peu, mais voilà, Gérard, pour moi en tout cas, fait partie des gens qui m'ont permis de vivre 5 fois ce rêve-là. Voilà.
Et ta dernière participation, et voilà, je voulais y venir bien sûr, et mon petit doigt me dit qu'elle n'est pas étrangère peut-être à ce que tu es devenu au niveau un peu business après. C'est donc cette participation en 2016 avec le Hawk Racing derrière, mais surtout Frédéric Saucé. On en a beaucoup parlé, et c'est vrai que ce qu'a fait Frédéric, vu sa condition, ça a bluffé tout le monde, et ça a été exceptionnel. Tu faisais partie de cette aventure. Comment tu t'en souviens maintenant ? Je m'en souviens, je suis marqué à jamais de cette aventure-là, c'est clair. Tu as toujours l'impression que c'était l'épreuve de l'année dernière. Chaque année qui passe, tu te dis tiens, s'il y a un an de plus, mais tu as l'impression que tu es toujours dedans. Forcément, cette aventure-là, moi je l'ai vécue pleinement. Je le remercierai tout le jour parce que j'ai vécu des choses que jamais je revivrai, je pense. Et cette aventure humaine, voilà, on en a tous beaucoup parlé. Fred m'a fait confiance, et ça, il sait que j'en suis très reconnaissant. Et on a avec Christophe Stinso, je pense, œuvré tous les trois pour marquer cette histoire, en fait, qui est maintenant écrite dans les livres. Et je te cache pas, voilà, je suis fier de l'avoir fait, je suis fier de l'avoir rencontré. Et forcément, ça restera toujours, tu vois, dans mon... Bah oui. Même si je n'avais pas un esprit à l'époque, tu vois, de compétition, souvent on nous disait, ouais, tu vas rouler, le bloc 56, mais c'est justement ça qui m'a plu, en fait, c'est le faire autrement qu'avec la pression, tu vois, dans un team où tu dois faire du résultat. Nous, on avait une mission importante, évidemment, c'était d'aller au bout, là c'est clair, mais d'accompagner Fred à réussir à le faire. Voilà, et ça, j'ai beaucoup aimé cette approche, et c'est pour ça que j'ai dit oui dès qu'il me l'a proposé. Bon, alors est-ce que ça n'a pas été un petit peu quand même une façon de te faire réfléchir sur l'évolution de ton métier et de passer de pilote à un petit peu de l'autre côté de la barrière ? Tu vas nous décrire ta filière, mais moi j'avais imaginé que cette expérience avait pu jouer. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui, parce que si tu veux, bon, humainement parlant, je pense que je peux, je réponds à certains critères depuis longtemps. On me voit souvent comme un pilote, effectivement comme ça. À 50 ans, puisque je les ai eu l'an dernier, et voilà, à un moment on y pense, hein, on se dit, bon, j'ai l'âge, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais le programme sportif continue pour moi, mais il y a un moment donné, il faut aussi savoir transmettre, je pense que c'est ça qui me plaît, transmettre le savoir. Son savoir, son savoir-faire, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis un moment. Et puis peut-être, comme tu dis, ça a été le déclencheur parce que Christophe et moi, on a beaucoup accompagné Fred, et quelque part tu trouves un autre plaisir aussi à faire ça. Donc en 2010, tu vois, j'ai passé mon diplôme de DE, j'ai mon DEGEPS d'entraîneur de pilote de course, donc j'ai pu également entraîner des tout jeunes pilotes, qu'on évoquera aussi. Et ça, je m'éclate vraiment à le faire. Tu penses bien que ton activité actuelle m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, ça dépasse le cadre de la compétition ou des résultats sur la piste. Et c'est ça qui m'intéresse évidemment par rapport à ton parcours. Au-delà de ton diplôme, il y a quand même une notion de business, d'entreprise, de chef d'entreprise même, ou pas pour toi ? Par la force des choses, oui, parce que tu gères quelque part, on gère une entreprise parce que on est soumis à évidemment des finances, puisque tu vois, pour placer mes jeunes, je dois négocier, faire appel au service de team de course, donc forcément ça engendre des questions budgétaires qu'il faut évoquer. Il y a une stratégie également d'investissement où il ne faut pas se tromper. Voilà, tu es vraiment toujours dans la réflexion. Ça me change d'être juste que pilote, même si finalement on gère sa carrière un petit peu aussi comme ça. Mais voilà, quand j'ai ouvert cette filière, effectivement, je travaillais déjà avec un ou deux pilotes maximum par an. J'ai voulu un petit peu grossir l'événement parce que voilà, j'ai pensé à un concept et forcément il fallait un petit peu de monde pour arriver à aboutir à réaliser ce concept-là, parce qu'avec un seul ou deux, ça peut pas fonctionner. Donc ça change un petit peu ma vision des choses. Effectivement, je peux me considérer comme un petit chef d'entreprise. Oui. Mais voilà, c'est différent. Et encore une fois, à un moment donné, on arrête d'être derrière le volant. Donc, éviter toutes ces expériences. Alors,
tu vas nous décrire exactement ce sur quoi tu agis, si j'ose dire, au sein de cette filière qu'on associe à toi. Moi, spontanément, je dis oui, c'est la filière de Jean Bernard, par exemple. Tu vois, c'est comme ça que j'en parle. Mais je vois aussi qu'existe l'institution Institut de pilotage automobile du Mans. Alors, c'est quoi le rapport un peu entre les deux? Est-ce que tu peux me préciser ça, s'il te plaît? Oui, alors si tu veux, la filière, c'est vraiment le nom que j'ai donné à tout mon concept. Une filière, ça a du sens à partir du moment où tu aides quelqu'un à monter vers le haut et à réussir dans le programme qu'on le met, avec tout plein de critères, évidemment, hein, qui vont un petit peu freiner ou compliquer ou améliorer le système. On part sur un travail sur 3 ans minimum, hein, avec les jeunes pilotes qui rentrent chez moi. L'idée, c'est de trouver l'axe de l'objectif à atteindre. Et à partir d'aujourd'hui jusqu'à cet objectif-là, comment on fait pour y arriver? Alors avec un plan de formation théorique qui est mis en place et un plan pratique, donc un programme sportif que moi je propose, en fonction des différents profils. Donc si je reviens sur le plan de formation théorique, c'est à travers mon institut de pilotage automobile, parce qu'il est à ce moment-là que nous travaillons donc sur le Mans avec ma salle de cours, où là je reçois différents intervenants en fonction des modules de formation que je passe à mes jeunes, qui représentent sur l'année 350 heures. On prend plus de leur programme scolaire, hein, évidemment, qu'ils doivent impérativement suivre et correctement, parce que ça fait partie des choses qui me paraissent très importantes. On garde ça absolument en tête. Et l'endroit où il y a aussi le simulateur pour préparer les cours. Donc, dans cet institut de pilotage, voilà, on a la salle de cours, les intervenants et le simulateur pour préparer nos futurs pilotes pro à être performants. Et la cerise sur le gâteau, c'est de prouver que sur la piste, ça fonctionne. Voilà. C'est un peu programme sportif qu'on évoquera aussi. Donc ta filière dépend bien de cet institut de pilotage, mais cet institut, c'est toi aussi. C'est moi aussi, voilà. Alors, l'institut, effectivement, pourrait, tu vois, à travers le simulateur, je peux former également des équipages, s'ils veulent, pour aller performer dans leurs différents championnats. Mais voilà, le nom officiel de tout ça, ça reste filière endurance, effectivement, puisque, alors, sans aucune prétention, à un moment donné, voilà, je me suis dit... moi étant issu et toujours acteur de cette endurance, notamment avec les 24 heures du Mans dont on a parlé tout à l'heure, je me suis dit que j'avais envie de conseiller, d'aider, de manager en fait tous ces jeunes qui sont alors issus du karting. On commence à 16 ans, donc ils peuvent évidemment arriver d'horizons de kart de très haut niveau. Évidemment, on sait qu'ils peuvent passer en monoplace, tous ces jeunes-là. Donc la F4, notamment, peut leur permettre, ou d'autres filières monoplace, d'atteindre ça. Mais tout le monde ne veut pas ou ne peut pas faire monoplace. Moi, le premier, c'est comme ça que je me suis retrouvé en endurance, d'ailleurs. Au départ, je roulais en monoplace. Et je pense qu'il y a une belle carrière à faire dans ce milieu d'endurance. On en a l'épreuve tous les jours avec plein de jeunes pilotes qui sont ou qui maintenant essayent. Et je me dois de les conseiller, de les aider et surtout de les faire performer dans ce domaine-là avec mes 30 années d'expérience en tant que pilote. Voilà. Non mais c'est vrai que je l'ai constaté tout comme toi, il y a une génération actuelle de jeunes pilotes. On a l'impression qu'effectivement c'est pour l'endurance et pas pour autre chose. Thomas Laurent en est sans doute le meilleur symbole, je pense aussi à Gabriel Aubry ou à d'autres là. On a le sentiment qu'il y a une prise de conscience que... Je ne dis pas qu'avant ça n'existait pas, mais là, l'endurance est peut-être une fin en soi. Hein, en ce moment, le contexte nous le prouve, comme tu dis, en citant les différents noms bien connus. Et je pense même qu'il y a un peu plus de place dans ce monde-là aujourd'hui que dans la monoplace, pour différentes raisons. On est malgré tout toujours ravis de voir des jeunes Français en Formule 1. Je profite de faire un coucou à Pierre, de le féliciter parce que je l'ai vu démarrer en F4. Ah, intéressant. J'avais prévu de garder cette question pour la fin, mais
Donc, bah si, bah vas-y. Alors donc Pierre Gasly, oui, tu l'as vu un jeune. Ouais, je l'ai vu démarrer et je vais même te dire, parce qu'on a parlé du DE et de ma formation d'entraîneur, ça a été mon cobaye lors de l'examen. Tu vois, quand on te met devant le jury pour passer ton épreuve pédagogique en bord de piste, pour entraîner l'athlète. J'avais Pierre qui roulait en F4 à l'époque, qui avait déjà un très très haut niveau. Et voilà, donc c'est la petite anecdote. Donc je te cache pas qu'hier j'étais plus que ravi de le voir faire ce qu'il a fait parce que voilà, c'est un petit peu emblématique. Mais mon Dieu que c'est dur, voilà, à faire. Et aujourd'hui, arriver à ce Graal, c'est très compliqué, hein, malheureusement. Ouais. Donc on s'aperçoit que au niveau de l'endurance, voilà, on a certainement beaucoup plus de possibilités déjà dans le panel de ce qu'on propose en GT notamment, par exemple, et même en moto, pour arriver à vivre de la course auto. Alors certes, à différents degrés de financement, mais voilà, ça me paraît plus atteignable. Et est-ce que tu mets une hiérarchie entre GT et Proto, justement? Est-ce que, si au bout du compte, on ferait du GT parce que on pourrait pas faire Proto, par exemple? Alors, oui et non. Si je prends l'exemple lors de mes entretiens ou de ceux que j'ai récupérés à la filière là, depuis cette année, tu te rends compte que ces jeunes-là, même si jeunes, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Donc moi, je suis beaucoup à cette écoute-là. Quand j'ai rencontre avec les parents, ils me disent « Moi, c'est sûr, je veux faire du GT. Moi, je veux faire ça. » Donc ça, je trouve ça bien parce que quand tu as 15 ans ou 16 ans et que tu parles comme ça, c'est que déjà tu as une réflexion poussée. Ils savent déjà ce qu'il faut faire. Moi, en aucun cas, je les force à faire plutôt l'une ou l'autre des catégories. Voilà, j'écoute déjà ce qu'ils proposent. Après, évidemment, on étudie un petit peu ce qui est possible, comment on va articuler tout ça. Alors, moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que jusqu'à mars-avril, parce que c'est une année particulière en ce moment, mais je pense que sur le GT, on a peut-être encore plus de possibilités d'ouverture par rapport au proto. Mais voilà, j'écoute en priorité déjà leur choix, et puis après, je leur en parle quand même. Je leur dis attention, ça va être plus dur, ça peut être comme ça, etc. J'ai encore 2-3 questions sur la philosophie de ton enseignement, on va dire ça comme ça, Jean-Bernard, mais effectivement, tu l'as abordé, et c'est une question qu'on se pose tous. Comment tu fais cette année? Je veux dire, on n'est pas fou, tout a bien été arrêté au début du printemps. Et j'imagine que ça t'a affecté, ça t'a impacté, puisqu'on avait appris en début d'année que tu avais recruté déjà, moi j'avais vu 4 noms circuler. Alors où est-ce que tu en es de manière concrète, si j'ose dire, dans ta filière? Alors concrètement, effectivement, la sélection a eu lieu l'an dernier en octobre. Fin octobre. On a fait la rentrée à l'Institut, donc à la salle de cours, le 3 janvier, donc avec mes pilotes, donc qui étaient effectivement 4 à la sélection, et j'ai un 5e qui a intégré la filière juste après les sélections. Donc à partir de janvier, ils ont commencé les cours, donc surtout l'entraînement physique, puisque mon entraîneur, le coach physique, les a pris en charge aussitôt. On est arrivé première semaine de vacances scolaires, donc on a pu faire déjà une première semaine de cours, parce que les cours, comme je te disais, sont en plus du programme scolaire, donc on les établit pendant les vacances et les samedis, mis à part la prépa physique qui se fait régulièrement toutes les semaines. Et puis mars est arrivé, effectivement. Alors c'est jamais, je pense, c'est jamais le bon moment, une chose comme ça, mais encore plus quand tu démarres une activité et quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il y a plein de choses qui sont mises en place, mais qui n'étaient pas prévues. Et j'ai été obligé de m'adapter tout le temps. J'ai donné des plans d'action différents en fonction de l'évolution des choses. Donc, plan A, plan B, plan C, plan D, tu vois, normalement, ça va loin comme ça. Et puis avec l'expérience que j'ai et surtout le retour... si tu veux, la maîtrise des différents championnats que je peux connaître, j'ai été encore plus, je pense, à l'écoute aussi des parents, notamment, et on a évoqué les problèmes budgétaires, parce que c'est directement ce qui impacte, et je me suis adapté, voilà. Et on a pu lancer le programme, tu vois, comme un sportif, dès la reprise des activités.
J'ai modifié pour certains ce qui était prévu. On a échangé avec eux et moi j'ai pris la décision soit d'arrêter un programme, soit de le faire attendre pour repartir en début d'année prochaine. Voilà, on a un petit peu changé clairement les axes de travail de chacun. Ça m'a demandé beaucoup de réflexion, de naviguer à vue, mais en sachant où je veux aller quand même. Mais voilà, financièrement, ça a été quand même un petit peu difficile, mais voilà, on s'en sort bien. Et puis je travaille déjà, tu vois, sur les prochaines sélections qui vont avoir lieu fin octobre pour recruter à nouveau 4 à 6 nouveaux jeunes qui vont rentrer dans la filière. Et j'ai déjà préparé ceux qui sont actuellement dans la filière sur leur futur programme de l'année 2. Voilà. Voilà, bon, ben, tu nous rassures, mais tu comprends la question qu'on s'est tous posée, parce qu'effectivement, on pouvait s'interroger sur le fait comment t'en sortais-tu, quoi. Je te le dis franchement. Bien sûr, alors je te cache pas, on y laisse, comme tout le monde, un petit peu des plumes, parce que personnellement, alors autant les jeunes ont eu du mal avec leurs sponsors, ou en tout cas c'est compliqué, on est impacté de la même manière. La filière, moi j'ai un partenaire, j'ai des entités fortes qui sont avec nous. Malheureusement, avec le contexte, il y a eu soit une diminution de ce qui était prévu, voire certains qui nous ont dit on attend l'année prochaine, ce que je comprends aisément, évidemment. Donc, ça nous retarde évidemment sur ce qu'on voulait faire aussi dès la fin d'année. Mais depuis que ça a repris, je continue à travailler dur et on est reparti à la recherche aussi, clairement de partenaires. Mais voilà, la vraie différence, elle est surtout là. Après, en travaillant correctement, on peut peut-être attraper certaines choses. Je ne cache pas que ma grosse inquiétude reste 2021, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'était prévu en 2020, globalement, la plupart ne pouvaient pas faire marche arrière. Par contre, 2021, il se pourrait que ce soit plus compliqué. Ouais. Bon, écoute, on est de tout cœur avec toi, ça c'est sûr, parce que c'est un beau projet et on sait que tu vas apporter beaucoup, ça je n'en doute pas. D'ailleurs, il y a dans des différents discours que j'ai pu entendre de toi à propos de ta filière, il y a une phrase qui m'avait marqué. Tu disais, ça sert à rien peut-être de continuer si on n'y arrivera pas au bout du compte à remplir l'objectif. Il faut peut-être à un moment donné se réorienter. Enfin, tu laissais la place à une analyse honnête de la situation vis-à-vis de tes élèves, pour que ce soit bien, j'imagine, personnalisé, mais en même temps honnête et réaliste. Tu confirmes ? Je confirme, et c'est toujours le cas. Encore une fois, le fondateur de cette filière, ça reste un pilote. Donc, je peux étayer mes discours sur ce que j'ai vécu moi. Pour arriver au niveau où je suis aujourd'hui, même en tant que pilote, il a fallu faire d'énormes sacrifices. Donc avec mes parents, avec parfois même des grosses désillusions. Et je peux me permettre du coup de l'évoquer avec les jeunes et surtout les parents. Et en aucun cas j'ai ouvert ça pour emmener des gens dans un faux rêve ou dans le mur. J'aurais pu rester et continuer à travailler en individuel, avec un pilote chaque année. Et puis, faire ça, moi j'ai mon programme sportif, j'ai aussi, j'avais toujours un pilote à coacher chaque année. J'ai décidé d'ouvrir ça, c'est pas pour le faire, je dirais, n'importe comment, c'est vraiment avoir un maximum de transparence. Il est évident que quelqu'un qui me dit, je vais arriver aux 24 heures du Mans dans 3 ans, je sais ce que ça peut coûter, clairement. Notre but, c'est d'aider, encore une fois. J'évoquais les partenaires financiers de la filière tout à l'heure. Le but, c'est ça, c'est que si à un moment donné, on détecte, on parlait de Pierre qui allait en Formule 1, s'il y a vraiment un cadre qui arrive et qui est dans notre filière, forcément, ça me tiendra à cœur de le pousser pour arriver à faire ce qu'il voulait faire, ou ce qu'il veut faire. Maintenant, je sais aussi faire l'inverse, effectivement, et ça, je le soutiens et je le dis tout le temps aussi avec les parents que je reçois. Peut-être qu'en fin d'année, en refaisant le point de l'année, on se dira c'est plus sérieux, soit de changer le cadre qu'on avait prévu et on va faire un petit peu autrement pour arriver à continuer à avancer, soit même on pourra peut-être se dire que c'est plus sérieux que d'arrêter. Après,
pourront continuer de leur côté s'ils veulent, mais moi, en aucun cas, je veux les emmener dans des rêves fous. Ça n'existe pas. Et puis, je pense que, alors c'est peut-être utopique ce que je dis, mais je pense qu'une filière, c'est ça. Sinon, c'est pas une filière. Si on est là pour prendre 3 ans full budget à tout le monde, et puis qu'à la fin, on dit, écoute, c'est bien gentil, mais ça s'arrête, à ce moment-là, il ne faut pas le faire. Voilà. Donc, je réitère cette vision. Vaut mieux arrêter, encore une fois, au bout d'un an, et puis au moins c'est clair, on ne me reprochera jamais d'avoir fait n'importe quoi. Voilà. Non, mais c'est tout à ton honneur que d'avoir ce discours de vérité. Ça, je pense que là, c'est vraiment un argument fort qui crédibilise encore plus ton projet, ça c'est sûr. Même si c'est pas forcément le plus simple aussi à gérer. Tu as toujours ce partenariat avec Ligier ? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, tu sais qu'on est effectivement, alors, le programme sportif, c'est l'engagement en Ligue European Series sur démarrage aussi d'un championnat nouveau. Donc là, je me retourne aussi vers eux. Ça a été difficile. Ils lancent un nouveau programme, un nouveau championnat avec certains types de voitures que nous, on a choisi parce que ça correspond complètement à la philosophie de la filière, notamment au lancement des jeunes. Donc la Ligue European Series en Europe avec les JS2R notamment pour les jeunes en GT et pour moi un programme qui est complètement concordant avec ce que je veux faire. Effectivement, ils ont répondu tout de suite positif à la présentation de mon projet en fin d'année dernière et on a trouvé à travailler ensemble, en tout cas sur ce produit-là. L'année démarre plutôt pas trop mal. En 2R, il y a un certain nombre de voitures, il y a du niveau, il y a des pilotes internationaux de renom, comme certains pilotes russes pour rouler en P2. Et voilà, donc moi je suis assez satisfait d'avoir choisi en tout cas Ligier pour démarrer ma filière. Et puis en fonction de l'évolution, j'attends un petit peu le bilan en fin d'année pour voir comment ça va se repasser l'année prochaine, mais là on travaille en collaboration effectivement les deux entités. J'ai toute une rafale de questions pour terminer, Jean-Bernard. J'espère que je ne serai pas trop bavard et que je te dérange pas trop. Toi, alors le pilote, tu continues ou pas ? Je continue, ouais. Tu sais, j'ai un contrat avec mon ami Jean-Paul. Je peux vraiment le citer comme ça parce que c'est le cas. Ça fait plus de 10 ans, 11e année qu'on travaille ensemble. Donc je fais partie du Team Visium avec la Ferrari 488, la GT3. Nous étions à Dijon hier, le week-end dernier. Avec Jean-Paul, c'est une grande histoire parce que ça fait 11 ans. Thierry Perrier est le troisième larron de la voiture. On a un équipage qui se connaît bien, qui est d'expérience. Et voilà, je suis vraiment ravi de rouler dans ce Team Visium. Et Jean-Paul me fait confiance par rapport à mon travail. Et il est d'ailleurs un conseiller, partenaire aussi de la filière. Et il est derrière moi pour cette aventure aussi. Donc le programme du pilote, c'est l'Ultimate Cup Series. Ça tombe bien, en plus, c'est un de mes partenaires, c'était Michelin, qui est aussi dans l'aventure Ultimate, donc ça colle complètement aussi avec mon discours. Donc on a rattaqué la saison ce week-end, il reste 5 meetings à faire, donc c'est reparti. Moi je suis content aussi parce que ça me démangeait un petit peu. Voilà, oui, je veux bien le croire. Tes petits jeunes là, 15-16 ans même parfois, c'est vraiment le gamin, si j'ose dire, mais est-ce que comment tu les considères en 2020, 2021 ? Est-ce qu'ils sont plus matures que toi tu l'étais au même âge à l'époque ? Est-ce que tu vois des évolutions au travers des années de tous ces jeunes qui aspirent un jour à devenir pilote professionnel ? Oui, il y a une grosse différence. Je l'évoquais tout à l'heure par rapport aux outils qu'on avait nous à l'époque quand on a démarré et ce qu'il y a maintenant. Ça fait partie de la formation d'ailleurs dans le volume horaire que je propose. Il faut absolument évoquer tout ça et les former dessus. Alors ça commence par le travail sur les acquisitions de données, les vidéos embarquées. Tout ça, on n'avait pas, nous, en Formule 3 à l'époque, ça commençait à peine. Le simulateur, évidemment, devient un outil pédagogique indispensable. D'ailleurs, ils en ont tous un chez eux. Tout jeune pilote aujourd'hui travaille avec son simu chez lui.
Et là, je vais rajouter des choses qui sont encore plus importantes. Et là, tu te rends compte qu'ils sont encore plus, ils ont plus une approche professionnelle. Incontournable, c'est aujourd'hui la façon de se présenter, de discuter avec les médias, avec les sponsors. Donc nous, on forme là-dessus aussi sur la communication, sur l'attitude, les moyens de faire un dossier et puis de le présenter, par exemple, à des futurs partenaires. Tout ça, ça rentre dans la formation. Et puis la partie gestion de son image. Voilà, ça c'est important. Ça c'est pareil, on ne pensait pas à l'époque, mais les réseaux sociaux font aujourd'hui qu'on n'a pas le choix. Il faut savoir passer les bons messages. C'est un travail de titan, ça met du temps, mais on fait son image. Et dans l'autre sens, une petite erreur peut faire tout basculer. Donc tout ça, c'est des vraies différences. Aujourd'hui, je te parle aussi de la prépa physique, parce que, évidemment, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est incontournable aujourd'hui de faire une prépa énorme, parce que les voitures, on m'a encore dit hier, même une GT3 aujourd'hui, physiquement parlant, n'est pas prêt. Alors, on peut le faire, mais on ne va pas être dans la performance. Donc aujourd'hui, apprendre aux jeunes à faire du sport régulièrement, c'est incontournable aussi. Donc il y a des vraies différences. Et aujourd'hui, un jeune, j'allais dire un enfant, tu vois, de 15 ans, pour moi, c'est ça. Et je les vois comme ça, je les trouve hyper matures, c'est impressionnant. Et ils sont à l'écoute, ça c'est bien, du coup ils performent tout de suite. On donne un conseil, ils le font tout de suite. Et c'est des vrais petits pros, donc tu peux que les optimiser. Et donc ça, c'est vraiment ce qui me fait plaisir dans ce que je fais. Bon, bah super, super. En tout cas, vraiment plein de bonnes choses à toi et à cette organisation. Allez, dernière question, ton regard, là, tu vas t'improviser consultant. Alors, ces 24 heures du Mans, hein, tu n'échapperas pas à la question, elles vont quand même être très spéciales. Hein, ça, évidemment, au niveau de la forme générale, le huis clos, évidemment, je crois que ça va être un peu surréaliste parfois. L'organisation, les bulles ou les pilotes, je pense, seront aussi un peu peut-être auront peur d'être contaminés. Enfin, je sais pas, moi j'imagine que c'est une épée de Damoclès qui va pendre au-dessus de tout le monde. Enfin bref, comment tu appréhendes tout ça, toi? Est-ce que tu as déjà un avis sur ces 24 heures du Mans 2020? Écoute, la petite expérience que je peux en avoir déjà qui est importante, c'est les 3 manches, tu vois, qu'on a fait nous en ouverture de l'LMS avec la Ligue European Series. Donc on a déjà vécu ces paddocks là depuis 1 mois et demi avec le nouveau format. Effectivement, le huis clos, alors c'est particulier, mais on a l'impression d'être dans notre système à nous, tout renfermé et puis voir personne autour, parce qu'il n'y a pas grand monde, c'est vrai. Malgré tout, ça se passe bien. Les paddocks ont une vue différente parce qu'on a tous nos masques et puis voilà, c'est un nouveau mode de vie. Maintenant, le reste ne change pas trop. Ça m'a pas plus perturbé que ça. Donc, j'imagine un petit peu le Mans. En interne, dans les paddocks, ça sera à peu près la même chose. C'est vraiment autour que ça va être très différent. Surtout quand tu es local, encore une fois. Là, je vous parle de mon bureau, je suis en bas du tunnel des Jacobins à 150 mètres. Forcément, l'activité, elle va être beaucoup plus calme et c'est ça qui va changer. Hein, clairement, si on sort un petit peu du circuit, on se dira, tiens, au fait, les 24 heures du Mans cette semaine, on ne se rend pas compte. Mais bon, c'est... voilà, une année sans 24 heures du Mans, il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs, mais il y a moyen de le faire. Après, voilà, je suis pas dirigeant des instances, mais moi, quelque part, je suis content que ça ait lieu pour les équipes, pour les pilotes, voilà, il faut le faire. Voilà. Oui, non, je crois que le plus important, c'est que ça ait lieu quand même. Après, c'est une année spéciale ou de transition, je sais pas. Mais bon, Indianapolis l'a fait, Le Mans le fera, le Tour de France a bien lieu aussi. Donc, il fallait que Le Mans soit là, hein, on est d'accord. Ouais. Il fallait, voilà, c'est important. Et puis, on se rend compte qu'on a attendu longtemps pour que ça redémarre. Quelque part, le fait de redémarrer les choses fait qu'on régénère de l'activité, on régénère du moral, on régénère plein de trucs. Donc, du coup... quoi qu'il arrive, ça sera positif. Voilà. Ouais. Après, c'est différent, c'est vrai, mais c'est positif de continuer à dynamiser tout ça et donc que ça ait lieu. Voilà.
ton projet il est beau, il est valeureux, il est ambitieux. J'imagine que c'est pas facile tous les jours, mais tel que tu nous l'as exprimé aujourd'hui, il y a de la volonté. Ce que tu fais, d'autres le font pas non plus. Donc bravo. Merci beaucoup, merci à toi. Et effectivement, même si c'est pas facile, c'est motivant. Donc quoi qu'il arrive, la motivation, on sait, je l'ai en tant que pilote pro, donc il n'y a pas de problème. Et du coup, je profite de remercier tous les fans qui nous suivent, qui te suivent, et leur faire un coucou parce que c'est pareil, sans eux, effectivement, le sport auto n'existerait pas non plus. Donc, un coucou à tout le monde. Voilà. Merci Jean-Bernard, merci vraiment à toi et puis bonne continuation et on prendra de tes nouvelles, on l'espère régulièrement. À bientôt. À bientôt. Bye.